Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette plénière sur les politiques des drogues et leurs enjeux contemporains qui fait un peu suite à la plénière d'hier soir, enfin la dernière plénière de la journée, avec l'idée aujourd'hui d'aborder la question avec des approches croisées. Vous aurez remarqué que c'est un plateau qui est pluridisciplinaire, avec à la fois des sciences sociales et de la santé publique. Donc on va commencer, alors je vais ouvrir le bal avec un bilan international des expériences de régulation du cannabis. Moi je suis politiste. On aura ensuite Sophie Massin qui est économiste à l'université de Lille. Puis Javier Sagredo qui est juriste, qui présentera les travaux, les activités de son laboratoire d'innovation sociale. On aura ensuite Bertrand Lebeau, médecin addictologue, qui enchaîne les plénières ce matin dans l'auditorium, qui parlera de réduction des risques, de légalisation du cannabis, de la coca notamment. Et puis une approche croisée en duo entre Perrine Roux, qui est chercheuse en santé publique à l'INSERM, et Jean-Sébastien Fallu, qui nous vient de l'Université de Montréal, qui a absorbé le décalage horaire, j'espère, et qui va intervenir sur les aspects de psychoéducation et surtout les usages non problématiques de drogue. Voilà. Donc sans tarder, pour ne pas perdre trop de temps, on essaiera de garder une vingtaine de minutes pour les questions à la fin. Donc voilà, je change de micro. Pour vous présenter un bilan international rapide des expériences de régulation du cannabis. Alors d'abord, pour vous dire d'où je parle, une partie de ce que je vais présenter ici se fonde sur une recherche empirique qui a été menée par le FDT en lien avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, qui visait à faire un état des lieux de la manière dont la régulation du cannabis était déployée dans différentes juridictions. L'idée, c'était d'avoir une approche comparative et de regarder les 3 États de la côte ouest qui ont des modèles assez différents de légalisation aux États-Unis et 3 provinces canadiennes avec des modèles assez différents qui, pour l'un, par exemple, a un modèle hybride avec des opérateurs publics et privés de vente et de distribution de cannabis, la Colombie-Britannique, le Québec avec un monopole et l'Ontario avec un modèle relativement libéral. Donc, vous pouvez trouver tous ces résultats dans 2 numéros de tendance sur le site de l'OFDT. Donc, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est d'abord montrer un peu les disparités des régimes de régulation du cannabis et de leurs conditions de mise en œuvre. Ça sera un peu rapide, mais j'essaierai de tracer quelques lignes. Ensuite, les premiers effets observables une dizaine d'années après les premières initiatives de légalisation du cannabis. Et puis une conclusion sur les leçons qu'on peut tirer aujourd'hui, notamment par rapport au modèle de régulation qui se développe dans quelques pays européens. Alors pour ceux qui étaient là à la plénière d'hier, je reprends un peu les éléments de chronologie. Vous voyez, on a la moitié des États américains qui ont légalisé le cannabis à usage non médical, dit récréatif à ce jour. 2 pays sur le continent américain qui ont sauté le pas en 2013, l'Uruguay, en 2018, le Canada, et au sein de l'Union européenne, des initiatives qui se déploient, notamment à Malte, Luxembourg et au Luxembourg et en Allemagne, où depuis quelques années, on a des initiatives de distribution contrôlée du cannabis. Alors si on veut contrôler un petit peu, comparer ces régimes de régulation du cannabis, on voit qu'il y a en gros 3 grands modèles. Celui d'un marché commercial très ouvert aux opérateurs privés, avec une régulation qui n'est pas forcément très serrée. C'est le cas de la totalité des États américains, même s'il y a des variations, avec parfois une vigilance en matière de santé publique, comme dans l'État de Washington, qui contraste avec d'autres modèles beaucoup plus libéraux, comme le Colorado, par exemple. La plupart des provinces canadiennes développent aussi un modèle qui s'appuie sur des opérateurs privés, mais qui reste tout de même beaucoup moins libéral que ce qui est développé aux États-Unis, parce que c'est une réforme qui a été faite au niveau fédéral, et donc il y a Santé Canada, une autorité de régulation, enfin de contrôle
de contrôle des normes sanitaires qui est en place. Et puis, du côté des exemples en Europe, certains essais pilotes en Suisse s'inscrivent aussi dans ce modèle commercial, comme celui de Zurich, par exemple. On a ensuite un deuxième grand modèle qui se veut non lucratif, avec une distribution réglementée. Donc ça repose souvent sur un monopole, sur une réglementation stricte par l'État, qui se veut indépendante et interdisciplinaire, donc pas uniquement orientée par la santé publique, avec l'idée également de favoriser le développement économique. C'est le cas, par exemple, du Québec et de l'Uruguay. Et en Europe, l'essai pilote de Lausanne, typiquement, qui s'inspire de ces approches très prudentes qui sont développées au Québec et en Uruguay. Et puis, troisième grand modèle, l'auto-approvisionnement. Donc ça, c'est vraiment celui qui est privilégié dans les pays d'Europe qui légalisent, en s'inspirant de certains modèles nord-américains et en s'inspirant également de l'Uruguay. Donc là, on est sur un modèle qui autorise l'autoproduction, c'est-à-dire la culture à domicile de cannabis à hauteur de quelques plants, et des associations de consommateurs, les fameux Cannabis Social Club. Alors, les promesses des réformes de légalisation, elles avaient pour partie des points communs. L'idée d'assécher le marché noir et affaiblir les réseaux de criminalité, l'objectif de protéger les mineurs et celui de réduire les risques liés à la consommation chez les adultes, puisque dans tous les cas, quand il y a légalisation, c'est uniquement pour les adultes. Donc le slogan qui était affiché, c'était vraiment ce pari de réguler le cannabis, mais avec des modalités de régulation très différentes d'une juridiction à l'autre. Alors si on regarde les répertoires d'action et les instruments qui sont mis en place au titre de cette régulation du cannabis, on voit que c'est des instruments assez classiques, avec toute une série de restrictions, à la fois pour les consommateurs et pour les opérateurs du marché. Du côté des consommateurs, par exemple, ça va être un critère d'accès au marché légal, un critère d'âge pour accéder au marché légal, qui peut être de 18, 19 jusqu'à 21 ans au Québec, par exemple, ou aux États-Unis. Une condition de résidence, le plus souvent, des quantités limitées qui sont autorisées à la possession ou à l'autoculture, avec parfois aussi des variations sur la possession en public ou en privé, à domicile. Sur les modes d'accès également, c'est-à-dire qu'on peut, selon les cas, acheter dans un point de vente, qui peut être une boutique spécialisée ou une pharmacie. Ça peut être de l'autoculture ou les Cannabis Social Club. Donc voilà, du côté des restrictions des consommateurs, et pour les opérateurs du marché, c'est des restrictions d'exercice assez classiques qui reposent sur l'attribution d'une licence professionnelle, avec là aussi des niveaux de régulation plus ou moins étroits selon les juridictions. Par exemple, dans l'État de Washington, il ne peut pas y avoir d'intégration verticale, c'est-à-dire qu'un même opérateur privé ne peut pas à la fois produire du cannabis, le transformer pour en faire des gummies, des produits alimentaires ou des concentrés, et le vendre. C'est forcément des opérateurs différents, alors que dans la plupart des États américains, il y a cette possibilité d'intégration verticale. Il y a également des restrictions sur la publicité, le marketing, l'information sur les produits, etc. Et puis, l'instrument majeur, c'est la fiscalité, qui permet de contrôler le prix et qui s'applique à la fois aux consommateurs et aux opérateurs du marché. Tout l'enjeu étant de garantir un prix qui soit suffisamment bas pour concurrencer le marché illicite, mais qui ne décourage pas, qui n'encourage pas la consommation chez les majeurs. Alors, quand on regarde les régimes de taxation, là aussi, on voit des variations assez importantes, y compris à l'échelle des États-Unis. Si on prend l'exemple des 3 États de la côte ouest, vous voyez, ça varie de 20 à 45%, du simple au double, dans les niveaux de fiscalité imposés aux opérateurs du marché. Quand on regarde le profil des autorités de régulation du cannabis, c'est intéressant aussi puisque ça va évidemment déterminer le niveau plus ou moins élevé de régulation. Au Canada, donc je le disais, on a une autorité fédérale qui est chargée du contrôle et de la production et des normes sanitaires, alors qu'aux États-Unis, c'est des modèles de gouvernance qui sont très disparates et par définition sans soutien fédéral puisque le cannabis reste interdit en production et en vente au niveau fédéral.
puisque les États-Unis s'inscrivent toujours dans le contexte des conventions internationales et de leur tableau de classification des stupéfiants. Alors, selon les États américains, la régulation, elle va être assurée par le département de la fiscalité, donc avec des objectifs essentiellement économiques, ou plus rarement par le département de la santé, ou bien même une agence de régulation ad hoc, quand ce n'est pas une agence de régulation qui s'occupe déjà de l'alcool. En Uruguay, en revanche, c'est une autorité ad hoc qui a été créée et qui ne s'occupe que du cannabis. Alors, quand on regarde le périmètre de l'offre, on comprend déjà les variations de régulation. Aux États-Unis, on a une offre protéiforme. Donc là, vous avez l'exemple d'une boutique dans un quartier en pleine gentrification à Portland, dans l'Oregon, avec toutes sortes de produits dérivés du cannabis, des cartouches, des liquides, des accessoires également, des vaporisateurs, des dabs qui sont parfois très designés, très marketés. Et puis, la tendance du marché américain, c'est la montée en charge des concentrés qui peuvent aller jusqu'à 90% de THC. Donc, une offre finalement relativement débridée qui s'est développée très vite avec un esprit entrepreneurial qui était présent d'emblée dans le déploiement de la réforme. Au Canada, à l'inverse, l'objectif, c'était d'autoriser sans promouvoir, donc une ligne de crête parfois difficile à tenir. Et donc, vous voyez ici l'exemple d'un magasin de la SQDC au Québec, avec des produits qui ressemblent un peu au paquet neutre de cigarettes qu'on a en France, avec une dizaine d'informations sur les paquets, des avertissements sanitaires, des informations sur les conditions de production des produits, et finalement une transparence et un objectif de lisibilité pour les consommateurs. Et enfin, en Uruguay, l'idée d'avoir une régulation responsable, c'était le terme officiel de la réforme, passe par notamment la vente en pharmacie avec des produits qui, vous le voyez, sont pas particulièrement sexy. Donc le marketing ne s'en est vraiment pas mêlé. Et l'objectif en Uruguay, c'était pas du tout, entre guillemets, de faire de l'argent à partir de la régulation du cannabis. Ce qui est le cas à l'évidence aux États-Unis. Donc là, vous avez un petit aperçu de la variété des produits qu'on peut trouver à base de cannabis, qui parfois ne sont même pas verts par rapport à nos représentations classiques. Vous voyez les dabs, par exemple, les extraits et les concentrés, qui peuvent se présenter sous des formes solides, liquides, et qui sont pour beaucoup très, très concentrés, soit en CBD, soit en THC. Et des nouvelles façons de consommer qui sont promues dans les boutiques et par l'industrie, avec des dab rigs, des wax pens, des vaporisateurs portables en Bluetooth à des prix qui sont de plus en plus bas. Donc, je le disais, pour le Canada, vous voyez la différence, des paquets pas du tout marketés, noirs, sobres, avec toute une série d'informations précises. Des joints pré-roulés ici, ou des joints en paquet, mais pas en vrac, alors qu'on peut trouver ça aux États-Unis. Et en Uruguay, alors la particularité, c'est qu'au démarrage, la légalisation du cannabis en Uruguay n'a pas vraiment pris, dans le sens où les variétés de cannabis qui étaient proposées en pharmacie étaient plafonnées en teneur de THC. Donc vous voyez qu'au lancement de la régulation, c'était 2% de THC, puis 9%, puis 15%. Et plus récemment, ça s'est monté jusqu'à 20% de THC. Pourquoi ? Parce qu'au tout début de la mise en place de la réforme, les consommateurs les plus réguliers ne se satisfaisaient pas du tout d'un cannabis aussi peu dosé en THC et donc restaient sur le marché noir. Donc pour contrecarrer cette tendance, il y a eu un développement de variétés avec alpha, bêta, gamma et on en est à epsilon depuis octobre 2024. Alors, en termes de conséquences, d'abord un petit point sur l'évolution de la consommation en prenant l'indicateur de l'usage dans le mois et pas forcément celui de l'expérimentation qui est plus un indicateur de diffusion d'un produit en population générale qu'un indicateur de consommation à proprement parler. Donc si on regarde ici les adultes à partir de 25 ans, vous le voyez avec le point sur la figure, que ce soit dans l'Oregon en violet tout en haut, en bleu l'État de Washington ou en orange en Californie, à partir du moment où les ventes ont été légales, il y a eu une augmentation assez importante de la consommation chez les adultes.
En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que chez les mineurs, partout où la consommation était déjà en baisse, la légalisation n'a pas infléchi cette tendance à la baisse. Donc il n'y a pas d'effet encourageant pour les mineurs en termes de consommation. L'autre phénomène important à signaler aux États-Unis, c'est dans la structure des ventes et de l'offre de cannabis légal, cette part croissante des concentrés qui sont en bleu ciel sur cette diapo. Vous voyez, après 2 ans, que ce soit dans l'Oregon ou dans l'État de Washington, on a quasiment un quart des ventes qui se concentrent sur les concentrés, c'est le cas de le dire. Voilà. Alors, pour finir sur quelques résultats emblématiques du point de vue de la santé publique, on a d'abord un contrôle de l'offre qui est vraiment à géométrie variable avec des contournements de la législation qu'on a pointés dans la publication dont je vous parlais tout à l'heure aux États-Unis en particulier, mais aussi au Canada, en particulier dans certaines provinces. Donc des interdits qui sont certes assez élevés, assez exigeants, mais qui sont partiellement respectés. On a des effets sur la consommation qui sont contrastés selon l'âge. Chez les mineurs, pas d'augmentation. Chez les majeurs, en particulier au-delà de 25 ans, une augmentation, mais pas de retournement de tendance. Ça, c'est quand même une information importante. Et puis, en termes de dynamique de conversion des consommateurs à l'achat légal, c'est un rythme de passage vers le marché légal qui est plus ou moins rapide selon les juridictions. En Uruguay, par exemple, c'était très lent. C'était beaucoup plus rapide dans certaines provinces canadiennes ou certains États américains. Et puis, des incertitudes qui persistent en termes de santé publique. Ça, on le voit notamment quand on interroge des acteurs de la santé publique dans ces juridictions. La crainte que la légalisation du cannabis renormalise la fumée dans l'espace public, alors même qu'on avait de très bons résultats en matière de baisse du tabagisme en Amérique du Nord. Il y a cette crainte que ça puisse relégitimer la fumée. On voit également une perception des risques liés à la consommation régulière de cannabis qui est atténuée parmi les adolescents, donc différents indicateurs qui appellent à la vigilance, qui ne sont pas forcément des facteurs d'alerte immédiats, mais qui appellent à une certaine attention dans les années qui viennent. En termes d'effets économiques, on voit une hausse de l'accessibilité du produit, c'est une évidence, mais qui va de pair avec une baisse généralisée des prix, à la fois sur le marché légal et sur le marché illicite, qui cherche évidemment à s'aligner. Donc globalement, les prix du cannabis dans toutes les juridictions qui ont légalisé sont en baisse. On a également ce recul progressif du marché noir dont je parlais, et des évolutions plus récentes du marché. Ce que nous disent toutes les autorités de régulation qu'on a interrogées là-bas, c'est que c'est des marchés en cours de consolidation, qui aux États-Unis sont en voie d'industrialisation et de concentration, mais avec l'idée de rechercher un point d'équilibre et de contrecarrer aussi le tassement du marché qu'on observe depuis les années post-Covid. Quand on regarde par exemple les chiffres de vente en Californie, depuis 2022, on a une baisse, comme si le marché légal du cannabis plafonnait dans ces États-là. Alors ça s'explique aussi par le fait qu'il y a une situation de surproduction de cannabis légalement produit en Californie, par exemple, qui du coup vient alimenter le marché noir, ce qui explique l'essor de la violence liée au narcotrafic en Californie. C'est un peu un effet paradoxal de la légalisation dans cet État, c'est-à-dire que ça a contribué à un boom de la criminalité associée aux drogues, alors qu'elle est liée aussi aux opioïdes et à d'autres produits, à la cocaïne par exemple, mais qui est quand même un effet qui ressort assez fortement. Voilà. Et puis en termes d'enjeux pour les politiques publiques, cette question de l'ajustement des politiques de régulation pour équilibrer l'offre et la demande, des effets environnementaux qui commencent à être rapportés de la culture industrialisée du cannabis en termes de consommation d'eau, d'usage de pesticides, puisque ce n'est pas régulé par la FDA au niveau fédéral, de la pollution de l'eau, de l'air, etc. Et enfin, troisième type d'effet, les effets sur l'offre mondiale, c'est-à-dire qu'on observe aujourd'hui dans les saisies de cannabis qui sont réalisées en Europe, du cannabis finalement qui a été détourné de la filière légale du Canada, ou du cannabis produit à des fins de vente pour des usages médicaux en Thaïlande, qu'on retrouve aujourd'hui dans les saisies en Europe.
Voilà. Et pour terminer, un petit point sur les difficultés spécifiques de réguler le cannabis par rapport au tabac ou à l'alcool, puisque ces modèles de régulation du cannabis s'inspiraient beaucoup du tabac et de l'alcool. Ce qui est plus compliqué avec le cannabis, c'est que les motivations d'usage sont plus diversifiées que pour le tabac, par exemple, où c'est des motivations de consommation assez monolithiques par comparaison. Les formes de consommation sont de plus en plus diversifiées également, les dosages, les modes de consommation et la biodisponibilité du produit. Il y a également la question des seuils psychométriques. Typiquement, un usager régulier de cannabis, s'il est pris sur la route, va être positif au THC. Donc, les effets sont plus difficiles à estimer sur ce qu'on appelle la conduite sous influence. Et puis, plus globalement, les mécanismes d'action du cannabis sont plus complexes que ceux de l'alcool et du tabac, avec ce fameux effet d'entourage. Donc, pour terminer, on manque encore de connaissances sur une partie des cannabinoïdes. Et donc, dans les années qui viennent, c'est vraiment la recherche qui pourra éclairer les effets de ces politiques de régulation. Voilà, je m'arrête là et sans tarder, je passe la parole à Sophie Massin. Merci. Bonjour, je suis ravie de participer à cette session. Voilà mon support. Donc, je suis économiste et je m'intéresse à ce titre particulièrement au marché. Et je vais vous présenter 3 projets en cours qui s'intéressent plus spécifiquement au côté offre des marchés. Donc, c'est des projets financés par la Mildeka, qui a mis une partie du financement sur le côté offre parce que ça a tendance à être un peu sous-investigué par rapport au côté demande des marchés. Donc 3 projets qui sont à des stades de développement, d'avancement assez variés. Stup Market, le premier, est terminé. Péroïne est à peu près au milieu et Précinte n'est pas encore vraiment commencé. Donc je vais essentiellement parler du premier puisque c'est là où j'ai des résultats à vous présenter. Et je donnerai juste quelques éléments de méthode sur les deux derniers. Donc le premier qui s'appelle Stup Market, donc le titre complet, estimation en volume et en valeur des marchés des drogues illicites en France en 2023 et les évolutions depuis 2010. J'en ai parlé un petit peu hier à la session de 17h et je vais donc donner des éléments un peu complémentaires. Donc c'est un projet que j'ai réalisé avec Christian Belnagdar qui est finalisé. Il y a une note, ça paraîtra sous forme de note au FDT dans quelques temps. Donc la petite difficulté pour moi ici, c'est qu'il y a un embargo un peu par la Mildeka qui retarde un peu la diffusion des résultats. Donc je vais vous présenter des choses en enlevant quelques chiffres, je vous les donnerai à l'oral, mais j'ai un peu édulcoré les éléments pour pas diffuser les résultats avant le souhait de la Mildeka. Alors juste un petit élément de méthode pour commencer. Comment est-ce qu'on s'y prend? Donc le but est de savoir quelle est la taille des marchés des drogues en France. Alors il y a une petite équation qui est assez longue, mais qui en fait est assez simple. Il y a beaucoup d'éléments, mais qui sont assez simples finalement à expliquer. Ce qu'on veut essayer d'estimer, c'est la partie gauche, le grand D, les dépenses des usagers. Donc finalement, la taille du marché, c'est combien au total les Français dépensent en drogue. C'est tout simplement ça. Et donc, ça va être la combinaison de 2 éléments, des prix fois des quantités. Donc, le petit p au début de l'équation, c'est le prix. Et on va multiplier ces prix par les quantités consommées par l'ensemble des Français. Et pour estimer ces quantités, alors on s'appuie sur les données de prévalence qu'on obtient par les enquêtes en population générale. En essayant d'être un peu fin, donc avec un peu de granulosité pour distinguer par sexe, par âge et par type d'usager, c'est-à-dire est-ce que c'est des usagers quotidiens, très fréquents ou pas très fréquents. Une fois qu'on a ces prévalences, on les multiplie on les rapporte à la population dans leur ensemble pour avoir un nombre d'usagers au sein de l'ensemble de la population française. Et puis ensuite, on tient compte des quantités consommées, donc c'est la dernière partie de l'équation. Nombre moyen de jours de consommation, pour ensuite intensité moyenne de consommation, donc nombre de prises par jour, et ensuite la quantité à chaque prise. Et en combinant tous ces éléments, on obtient des quantités qu'on multiplie par des prix pour avoir un chiffre d'affaires. Donc quelques résultats.
Alors, une précision, ouais, tous les éléments là que je vous ai indiqués, ça indique bien qu'on a besoin de beaucoup de données. On a besoin, pour chaque petit élément de l'équation pour lequel il y avait un petit rectangle, voilà, il faut qu'on aille chercher des sources de données, et elles sont assez souvent non disponibles, ou pas pour la France, ou pas pour des catégories de consommateurs suffisamment précis. Donc on est obligé de faire plein d'hypothèses et d'approximations. Donc les résultats sont à considérer avec toutes ces limites. Dans la publication, on présente des fourchettes, donc avec une estimation basse, moyenne et haute. Et puis ce qu'on recommande aussi, c'est de les considérer comme pouvant être comparés dans le temps, mais en valeur absolue, à prendre avec beaucoup de précautions. Donc, je vous ai donné ici 2 exemples du type d'approximation qu'on est obligé de faire. Il y avait voilà, une partie de l'équation qui consistait à dire il faut qu'on sache quelle quantité est consommée à chaque prise. Et donc, par exemple, pour le crack, on a beaucoup de difficultés, on n'a pas d'éléments, il y a très peu d'études sur le sujet. Et donc, on a été obligé d'aller chercher une étude qui date, qui est ancienne, qui a été publiée en 98, avec des enquêtes qui datent de 95-97 sur des petits échantillons. Je pense que c'est pas en France en plus. Donc voilà, on a fait comme on a pu, mais il y a un côté un peu bricolage par certains aspects de l'estimation. Autre exemple d'hypothèse qu'on est obligé de faire pour l'héroïne. On est obligé de tenir compte du fait que certains usagers sont en même temps sous traitement de substitution, mais on n'a pas d'informations non plus très précises sur la part respective de ces différentes catégories d'usagers, et puis du coup des consommations que prennent chacun. Donc ça nous conduit à construire des tableaux, vous voyez, un peu importants, en prenant différents scénarios et en faisant des estimations basses, moyennes et hautes. Donc voilà, tout ça, toutes ces approximations à chaque étape se combinent et se cumulent. Alors j'en viens aux résultats. Donc je commence par les volumes, estimation des volumes. Donc pour l'instant, il n'y a pas le petit p dans mon équation, il y a juste les quantités estimées. Donc j'ai pas mis les chiffres ici, encore une fois, en raison du problème d'embargo sur les résultats, mais je peux vous les donner à l'oral. En tout cas, on a pour le cannabis, pour 2023, donc la barre violette tout en bas, ça correspond à 400 tonnes. Pardon. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a des augmentations pour tous les produits au cours du temps, donc de 2010 à 2023, et que le cannabis reste en volume, en tout cas le marché vraiment le plus important. Une petite précision, la ecstasy MDMA, ici c'est des unités différentes, c'est des millions de cachets, donc c'est pas des tonnes, donc c'est pas comparable aux autres substances sur ce graphique, mais on a la même augmentation au cours du temps. Alors un petit exercice qui me semble intéressant, mais avec plein de limites aussi, c'est de comparer ces volumes consommés avec les volumes saisis pour avoir un peu un indicateur de l'efficacité des saisies, donc l'efficacité du travail de la police et des douanes. Donc voilà, Christian a fait ça, j'ai représenté le résultat sur le graphique. Le résultat qu'on peut en tirer, c'est qu'on fait plutôt mieux qu'on ne croit. En tout cas, il y avait un chiffre qui circulait un peu qui était qu'on arrivait à saisir à peu près 10% des quantités consommées. Il semble qu'on fait quand même, que la police fait plutôt mieux. Voilà, on est autour de 30% pour le cannabis, mais plus pour la cocaïne, avec alors un pic pour 2017 que je ne sais pas particulièrement expliquer, mais avec une précision importante, c'est que les pourcentages qui apparaissent ici pourraient théoriquement être supérieurs à 100% parce que les saisies ne portent pas que sur les quantités consommées par des Français. Nous, là, j'ai rapporté ce qu'on a rapporté, c'est des saisies sur des quantités consommées par des Français. Or, il est probable qu'il y a une partie des quantités qui transitent par la France et qui ensuite sont distribuées ailleurs en Europe. Donc on pourrait très bien avoir, avec notre petit calcul, là, des taux supérieurs à 100%. Donc le 70%, voilà, n'est pas rapporté à un seuil, un plafond de 100% strict. Et une deuxième remarque importante, c'est que donc, finalement, on a une activité policière qui semble plutôt efficace, ou peut-être plus efficace que ce qu'on pourrait penser. Et pourtant, ça ne contribue pas à faire baisser les prix. Donc, elle est efficace d'un point de vue matériel, mais sur le point de vue du fonctionnement des marchés, ça n'a pas vraiment d'impact et ça ne contribue pas à faire baisser la consommation. Alors, une illustration de ce que je viens de dire sur les prix. Ici, j'ai repris des prix diffusés par l'OFAST et qui avaient été compilés par l'OFDT. Je ne vais pas les décrire en détail, mais juste
On peut constater, alors là c'est les prix vraiment bruts, combien est-ce que les gens doivent donner pour avoir 1 gramme de produit au fur et à mesure du temps, donc entre 2010 et 2023. Il y a une petite augmentation pour le cannabis, pour le reste c'est plutôt soit très stable, soit un peu même en déclin pour l'héroïne. Sachant que pour la cocaïne, on s'attend à ce qu'il y ait ça diminue assez largement depuis 2023, là, dans les périodes récentes, on s'attend à ce que ça baisse beaucoup. Alors, tout ça, c'est ce que j'appelle les prix bruts. Il faut les corriger de 2 choses. D'une part, l'inflation. Entre 2010 et 2023, 1 euro ne vaut pas la même chose, donc il faut corriger par ça. Si on corrige par ça, on a déjà, même pour le cannabis, finalement, on a des prix stables, et pour les autres substances, plutôt des prix à la baisse. Et puis deuxième ajustement, il faut tenir compte des variations de qualité. Or, la qualité des produits a tendance à augmenter, en tout cas pour le cannabis et la cocaïne, ce qui fait qu'on a des prix au gramme pur qui diminuent pour toutes les substances qui étaient représentées sur le graphique précédent. Donc la conclusion, c'est que les stupéfiants sont de moins en moins chers en France ces 20 dernières années, malgré l'action des forces de l'ordre, dont on a dit qu'elles n'étaient pourtant pas si inefficaces que ça. Et donc voilà, je combine maintenant mon estimation des volumes avec les prix, et ça me donne une estimation des chiffres d'affaires des différentes drogues pour les 3 années. Donc même chose, j'ai pas mis l'échelle, mais donc pour la cocaïne, on est à peu près un peu plus de 3 milliards pour 2023, 3,1 milliards, et pour le cannabis, 2,7. Donc là, le résultat un peu nouveau, c'est que la cocaïne devient le premier marché en valeur en France, alors que ce n'était pas le cas avant, c'était le cannabis qui était le plus gros marché en valeur. Et donc ça a changé depuis la dernière estimation. Et donc en conclusion de cette étude, on a donc une demande globale très dynamique, le cannabis qui reste largement leader en volume consommé, avec une forte croissance en valeur du marché des psychostimulants, ce qui est tout à fait cohérent avec toutes les autres études sur le sujet, notamment de consommation et de prévalence. Donc voilà, on l'a vu pour la cocaïne, c'est particulièrement net. Ecstasy, MDMA, ça augmente aussi en amphétamine. Et voilà, et je vous donne encore quelques éléments rapides sur les 2 autres projets qui permettent un peu d'illustrer des problématiques importantes à l'heure actuelle. Un projet qui porte sur l'impact de la pénurie d'héroïne en France, donc que je mène avec un postdoctorant, David Desfortins, le projet est donc en cours, il est à peu près au milieu, disons, on pense le finir d'ici fin 2026. Alors, quelques éléments de contexte. Donc, le contexte, c'est l'interdiction de la production de la culture d'opium par les talibans. Donc, l'interdiction a été décrétée en avril 2022. Et donc, ça conduit à une pénurie de la matière première pour produire de l'héroïne. Et donc, ce qu'on veut étudier, c'est comment est-ce que ça impacte les marchés en France, du point de vue du type de produits consommés, des prix, de la qualité, etc. Et donc, on utilise 2 méthodes. On va mettre en œuvre une enquête auprès des usagers, donc précisément pour essayer qu'ils nous expliquent quel type de produits ils consomment, comment ils s'approvisionnent, quel est leur mode de consommation, est-ce qu'ils constatent des effets indésirables, est-ce qu'ils ont évolué, est-ce que leur mode de consommation a évolué depuis quelques années. Et on a deux moyens de diffusion de l'enquête, une version en ligne diffusée en ligne donc via des associations et des forums de consommateurs, et puis une version papier qu'on va diffuser via des CARUD. Donc on a lancé un appel à participation pour avoir des CARUD volontaires, et on en a un nombre tout à fait intéressant qui ont accepté de participer. On vient d'obtenir l'accord du comité d'éthique, et donc l'enquête va être lancée très, très prochainement. Et puis deuxième volet de l'étude, une analyse des données sur le dark web. Donc l'idée ici est d'aller voir sur des plateformes de vente de produits. Alors David est allé voir sur Archetype et Abacus. Les deux ont fermé quelques temps après qu'il ait pu accéder au site. Donc voilà, on cherche des alternatives. Et puis donc voilà, il y a une collecte un peu systématique de données sur le type de produit, le vendeur, le prix, les quantités maximum qu'on peut acheter, etc. Et donc faire des analyses statistiques là-dessus pour avoir un peu une photographie de ce qui se vend en ligne. Et je finis avec le dernier projet, Précinte, qui porte ici sur les précurseurs chimiques nécessaires à la production de drogues de synthèse illégales.
Donc c'est un projet essentiellement mené par Mathias Lewe, qui est à l'université de Saint-Gallen en Suisse, lui-même étant d'origine argentine, donc ça a un impact sur le type sur les marchés qu'on va étudier. Donc j'ai pas grand-chose à vous en dire parce que le projet n'est pas encore commencé, on a obtenu le financement mais il n'est pas officiellement lancé. Donc globalement, voilà, l'idée générale, c'est de dire qu'il y a la production de substances illicites synthétiques nécessite de grandes quantités de produits chimiques à divers stades du processus de production. Et donc ça pose un problème de contrôle de ces flux, notamment parce que donc, ce sont des produits qui ont des utilisations aussi légales, donc il faut distinguer l'objectif. Il y a une évolution rapide des produits et des législations, donc ça suppose de se tenir à jour très fréquemment. Et puis il n'y a pas de système mondial uniforme de contrôle, donc finalement chaque État a sa propre législation et ça crée potentiellement des angles morts, ou en tout cas dans lesquels les organisations criminelles vont essayer de s'infiltrer pour détourner ces produits. Donc le but est d'essayer d'étudier tout ça, donc de surveiller l'utilisation des précurseurs classés, non classés, et puis la propagation des drogues synthétiques sur les marchés en ligne, avec deux zones géographiques d'intérêt, la France et l'Amérique latine. Et là encore, on utilise une combinaison de deux méthodes. Donc, une première phase où on va comparer les cadres réglementaires en France et dans une sélection de pays latino-américains pour identifier les lacunes justement dans les législations qui pourraient être exploitées par les organisations criminelles. Et puis un deuxième volet, un peu similaire à ce qu'on fait pour Péroïne, mais de façon un peu plus large, on étudie aussi les réseaux sociaux et les messageries comme Instagram, Facebook ou Telegram, et en essayant d'aller collecter systématiquement des données sur les publicités pour des substances psychoactives synthétiques, en collectant un ensemble de données, notamment de quantité, de prix, de vendeurs, etc. Et je crois que j'en ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation très riche. Donc on retient que d'ici la fin de l'année, on pourra lire cette note StupMarket sur l'estimation en valeur et en volume des marchés des stupéfiants. Et j'en profite pour signaler qu'en fin de semaine prochaine, sur le site de l'OFDT, vous pourrez trouver un rapport sur les précurseurs chimiques de drogue qui fait un peu un état des lieux de la réglementation en France et au niveau international et qui pointe un peu les défis de régulation de ces produits. Je passe la parole à Javier qui va se présenter et nous dire un mot de son laboratoire d'innovation sociale. Merci beaucoup. Et ça va être un enjeu d'essayer d'échanger à l'anglais. Depuis ce jour, en train de parler français, peut-être je vais me tromper, mais c'est parce que c'est un projet au niveau global et je vais passer à la langue de Shakespeare. Merci. This is an initiative that we are not presenting it as a platform, as a project, or as a program. We want to open a movement, and a movement of willing parties to get engaged into innovation as a path for reform of drug policies, to obtain better results for people, better results for their rights, and better results for their development. And I start with this, I would say, basic questions, no? Because of all this discussion that's been going on for decades, we continue to face more serious drug problems when significant progress have been made in other complex issues such as poverty reduction in the world. What makes this issue so immune to calls for change? What would we need in terms of drug policy to change the paradigm of punishment and aporophobia to one of care and support? And why it is so difficult to explore new avenues, and why do we choose to continue down a path that has proven to be ineffective, unjust, and inhumane? We're looking at using this path of social innovation as a path to reform the way drug policy is being built. A parallel path, this is not going to compete with regular processes of drug policy. It's going to be a complement of it. But we want to invite policymakers and all the different stakeholders that participate in drug policy in a way to open up new spaces, more horizontal, more organic, and more collaborative, more transparent, more participative, and in a way to activate something that can be added to the equation of getting
better management and better solutions. I don't like the word solutions. I will prefer to talk about responses to complex drug issues that we have in our communities in a mixed with many other development problems that interact in different contexts and different cultures. So for us, it's an effort to better manage these social challenges and problems that are not effectively addressed by traditional approaches. We want to also start a movement looking at a systemic vision of drug problems in the communities. Sometimes public policy is being quite vertical and isolated in the ways that different sectors have been applying these recipes of drug policy. And there's been also quite sensed absences of many development actors in a way of participating actively in the building of new results on public policy. For us, it's important to analyze the complexity of the layers underlying public policy in terms of power relations, pressing incentives, and social and institutional imaginaries, which are key not only to understanding the levels of specific and systemic change, but also to understand how to actually change reality in terms of systemic change and better development results. This movement that we propose is based in these elements, as I said, a participatory approach that in a way facilitates this coordination with different actors, institutions, civil society, academia, professionals, the private sectors, innovators, and especially the communities and community actors, given local autonomy and prominence and leadership of local actors. This is also a movement to decolonize the way we are doing also cooperation on drug policy, and a process that not only activates expert knowledge, but mainly activates collective intelligence as a way to debate, validate, and create innovative responses to drug-related problems. It's looking at medium and long-term processes that are necessary for developmental change, and as I said, contextualized in territory, cultures, and narratives that, in a way, are the framework and origin of social innovation. Why? I think we're living in a present world with many uncertainties and risks, and this movement, we understand, is urgent, and it's urgent not only because of the failure of the traditional war on drug policies, which are, as I said, this is the third oldest and most widespread and lethal conflict in the world. If we compare with pressing wars that we have running right now in the international agenda, this is much bigger than Gaza, much bigger than other wars going on right now, and more widespread in many communities all over the world. Of course, our approach in international cooperation, our approach in public policy has always been quite repressive. We left many of the responses in the hands of the hardliners, and the negative impact of illicit markets and other drug policy interventions, and I put all these together because black drug markets are also, in a way, a consequence of bad policy decisions, had a strong impact on many communities, families, and individuals, especially those who are most vulnerable. These impacts are very serious, as I said, and they hit harder developing or middle-income countries in which there is less political capital to reform the international network and require new equations in favor of their development. We do have pretty much big challenges. This is a complex and difficult topic to address openly. It's politically controversial, as you all know, institutionally and socially also. There is, as I said, a paralysis of key actors with responses mostly rooted in fear, apathy, isolation, and stigma. We talked this morning here about all that. With enormous blind spots in prevention, attention, and care policies, with strong resistance to change and limited experience in innovation, with absence of local leadership in many cases. In many countries,
well, drug policy is mainly discussed and defined and designed in the central governments without consideration of local context and leadership. And actually, we need better results adapted to cultural context and to the territory. The potential, and we believe that this is going to generate a lot of enthusiasm in the international community because social innovation is a very attractive reference and an alternative avenue for discussions on reform, regulation, or legalization. It creates a safe space, a different space, an experimental space for collaborative experimentation and learning. It opens new ways for more realistic public policy interventions based on complex problem solving, and lightens also the burden of leadership and responsibility on institutions because what they do is actually call for many other actors to jump in and be part also of the discussions, the creation spaces, and the responses. Of course, there is also a safety regarding the conceptual understanding of innovation. It's not the same to innovate in the municipalities, for example, in El Alto, in La Paz, in Bolivia, than in Amsterdam, because context and culture are, different, and innovation levels or potential is also different. But we want to generate a paradigm shift in the design, development, implementation, and evaluation of public policies. As I said, this is an effort to democratize, to make more transparent and more participatory the processes of public policy making. It seeks to generate new knowledge. This is a process to understand better, to learn, and to generate evidence of what works and what doesn't work, and to generate also new relationships between stakeholders that traditionally do not participate on drug policy, and foster the development of new interconnected prototypes and new ways of using existing networks and initiatives. It is an ideal channel for that. It generates also social infrastructure and trust, which is the basis of democracy, which is the basis of coherence, social coherence, something that we are seeing in our countries being rapidly deteriorating in many ways. And it also avoids one-size-fits-all solutions and generates alternatives for those proposed within the framework of the war on drugs. It also has risks, and we acknowledge that. Mainly, the idea of pushing for institutional cosmetic changes, to generate change so nothing changes, to say that we are innovating and we are not. Even the emergence of innovation that insists in the exclusionary, repressive, and failed paradigms of the war on drugs. But it also has the risk of innovation being seen as an aimless improvisation. The process is important, so it doesn't strip it of legitimacy. And we're talking also about democratic legitimacy with the communities. And of course, this can divert attention and delay necessary reforms in very important and urgent conversations about public policy reform. What we plan in this model applied to drugs, we do not offer magic solutions, but rather a process to finding them collectively, adapting responses to the real complexity of the problem, emphasis on horizontal collaboration, breaking down rigid hierarchies, and putting everybody at the same level, and activating that collective intelligence to actually generate new innovations and test them. Even we can generate opposite processes, opposite prototypes to test them and see which ones are working better in a specific context. It does include local knowledge and local culture. It's evidence-guided creativity with cultural sensitivity, and it questions also the inertias of the power relations that we have right now. This is the framework in which we place this movement. It's a sustainable development approach. And this is, I think, one of the depths that drug policy has, not only at the international level, but also at the local and national levels. We do need to have coherence with the sustainable development frameworks. And we can take the 2030 agenda, we can take the national development plans to frame all these new developments against, but at the end, we need drug policies to be consistent with other important development policies. They should not undermine the capacity
of communities and territories to advance development goals and targets. They should be aligned with comprehensive concepts, as all the Latin American countries have, in a way, open in terms of defining risk and harm reduction, which includes the impacts of public policy interventions themselves. And under an umbrella of development, of sustainable development results, which includes other big principles of public health, of human rights, of gender equality, human and citizen security, and conflict resolution. The priority, and also as the 2030 Agenda sets very clearly in its opening, is on the most vulnerable and fragile individuals, populations, and communities that have suffered most also the effects of the war on drugs. Of course, the idea is to change the perspective on policy success, not talking about people arrested, seizures of drugs, but mainly advances in rights and development outcomes. This is the real advance of drug policies, of public policies, and of course, going towards systems that, in a way, offer more support, less punishment. We need to push development actors to the discussion, to the design, to the implementation and evaluation of drug policies, and not leave it only in the hands of drug policy actors. And also thinking in the idea of the sustainable development process, a concept as evolving and going towards the concepts of regenerative development, which is something that is, in a way, very important, looking at it through the lens of the war on drugs and how all the public policy interventions have affected already many communities in the world. We do take also an approach from conflict management and resolution. There is a very interesting tools, community and actors that work in the construction of peace and conflict management in the world. And I think it's very important also to be able to put this reference on non-violence, mutual respect, acceptance of diversity of views, open dialogue, which are basic democratic principles also in the base of this movement. In Latin America, where we started this process, of course, this is nothing new. Communities and civil society have been doing this for a long time, trying to survive, sometimes without the presence of institutions, or even not expecting any institutions to actually jump in, or even with institutions having a negative effect on what happens in the communities. And I think this history of community-based interventions in a region like Latin America brings also fantastic lessons learned and processes that we also can, in a way, look at the moment that we are politically and socially in continents like Europe. We have created, last year, this Global Innovation Lab on Drug Policy and Sustainable Development as the, in a way, platform to actually push forward this movement. Initially, it's been hooked in my hometown. I returned to Salamanca after 30 years working international level in drug policy. And the university actually accepted the challenge. The three of the research, quite powerful and interesting research institute at the university say they were interested. We're actually going out this month with an agreement with the university, global agreement with the university. And this is something that is an exercise of generating enthusiasm and an invitation to the international community to actually add efforts to activate this global movement for social innovation in drug policy. It's the first public policy laboratory in the world with a focus on sustainable development. The first open experiments, we did it within the COPOLAT program of the European Union in cooperation with Latin American and Caribbean countries. I directed that program for 2 years. And we, in a way, included this innovation development within the program. And it aims to facilitate the development of social innovation in a sector in dire need of new. What are we doing in D2 InnoLab? We're generating territorial platforms for social innovation and drugs, offering support. 5 minutes, okay, perfect. Methodological, instrumental, and resource. The idea is to generate local capacity for local actors to actually lead this process, to define, for them to define challenges, to define innovation, and to be able to take control
of their priorities. And also, we're trying to give prevalence to those kinds of communities and countries and regions where relevant aspects of trafficking, retail drug dealing, and consumption problems converge simultaneously, with complex contexts of high vulnerability, where there's political windows of opportunity at the local level, because we do need actually political will to actually push for these exercises to be open. Those are the basic elements that we need to get started: political decision, an initial characterization of the complex challenges, and that's defined by the local actors, the thematic scope, territory, and population, the formation of a small local team, and from there, an initial process actually to generate capacity in the team and to design and activate the innovation portfolio. We actually tiptoed on the cooperation with local teams. We want to have mostly an effect of transferring those methodologies and that capacity for the local actors to be able to work autonomously. The other thing is we want to activate all over the world nodes of social innovation on drug policy that work also autonomously, but also in coordination. And to generate that local capacity in governments, in academia, in civil society organizations, et cetera, et cetera. We also are, and I think it's also an ethical obligation of the movement we're trying to move, we're trying to launch. We're going to support all those processes, trying to get funds and to help them get funds to push them forward. The methodological approach is a basic approach on social innovation. We're working with an innovation center from the University of the Basque Country in Bilbao, the Agirre Lehendakari Center, which is specialized on social innovation. They work in more than 25 countries with the UN Development Program on social innovation related with complex development issues. And it has all these elements in their methodology. They're not linear. Actually, this is a process that is ongoing in the communities, in the mapping of stakeholders and processes, deep listening and activating the collective intelligence, and then entering together with this process of co-creation, prototyping, and scaling up. I'm not going to stop in the methodology. They did develop also some very interesting tools, digital tools, to manage all that information and to be able to visualize and make more understandable the complexity of drug problems in the communities. They're adding right now artificial intelligence processes to make things faster and easier, because there is a lot of information to be managed. And the idea is to put all this information open for the community. Even the tools, they are open source, so they can be also adapted to the necessities of every different actor. But the idea is to be able to manage all the information and the complexity of the problem at the community with also adaptable tools. I'm going to go faster through this. Un petit mot de conclusion. Ouais. Okay. This is a people-centered portfolio. It doesn't seem much, but it's a complex portfolio in the Cali city in Colombia, in the Barrio Sucre, which is one of the most poor and I would say vulnerable areas of the city, and where this process is ongoing right now, and it generated all these different prototypes to be able to put them in the portfolio to be activated. Some of them have already been activated. This is one of the documents in terms of putting all the ideas forward to actually generate those prototypes and put them forward. Other support, we're giving support to institutions that work on drug policy to, in a way, incorporate social innovation as a everyday tool for their processes on public policy, and to organize their programs in a portfolio where there is a part of this portfolio that, in a way, opens up the space for these social innovation initiatives. Next month, the 28th of November, we're launching the Movement for Social Innovation in Drugs, the global network in the municipality of Bello, in the area of Medellin. This is the municipality infamously known because the Cartel de Medellin used to actually hire their hitmen from youngsters in Bello. Still
a municipality ridden by violence from drugs and other dimensions of the violence in the Medellin area. And we want to launch it from Bello because I think it's a message to the international community that we want to actually make a change in the responses from drug policy and to change the paradigm of the war on drugs. This is going to have two networks. One is going to be institutional and organizational. The other one is going to be a community of practice to connect individuals, researchers, policymakers, civil servants, social leaders, all of them interested in learning about the avant-garde processes in drug policy. I will leave it there. These are the experiments already ongoing in Colombia, in Peru, in Chile, and Uruguay, and the results are also very, very interesting. There is a very interesting guide and report that the COPOLAT program managed to publish this year. I would recommend it if you're interested in this process to access it, mainly because the actors that were behind that process are also part of the ones that are pushing this moment. Of course, there's going to be ethical tensions to be resolved, issues with impact, with sustainability, with scale, with the success of interventions. But the idea is to, as I said, activate a movement to learn, a movement to generate evidence, and actually to look for new and better solutions. Une dernière phrase de conclusion. Ouais. Finished. Super, merci beaucoup. Merci pour la présentation de cette initiative de réflexion sur la fabrique des politiques publiques des drogues. On va maintenant écouter les réflexions de Bertrand Lebeau, médecin addictologue, fin connaisseur de la réduction des risques, sur le régime international de prohibition, je crois. Ça marche. Ouais, alors ce qui est dommage, et pour aller en arrière, c'est ça? D'accord. Voilà, oui. Merci de M. Sagredo de m'avoir laissé un peu de temps, ainsi qu'à mon ami Perrine et à M. Fallu. Oui, donc voilà, c'est autour de prohibition, réduction des risques et légalisation que je voudrais faire quelques remarques. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a une trentaine d'années, lorsque la réduction des risques est née, elle était extrêmement prudente sur la question de la prohibition. L'argument qui nous exaspérait le plus à l'époque, c'était « on ne peut rien faire à cause de la loi de 70 ». Heureusement qu'on a pu faire quelque chose, parce que la loi de 70, elle est toujours en cours. L'objectif à l'époque, c'était au minimum d'obtenir des programmes d'échange de seringues, des traitements de substitution opiacés et un accès aux soins pour les usagers infectés par le VIH. Il y avait une question sur laquelle on a toujours été clair et qui devient une question assez importante aujourd'hui, grâce à un certain nombre de propagandistes gouvernementaux, c'est la question de la pénalisation de l'usage. On y était hostile, à la fois parce que c'était un obstacle à la prévention et aux soins, c'était un obstacle à une prévention, je vais aller vite, intelligente, qui, comme on dit, se situe à égale distance de l'apologie et de la diabolisation. Et puis, enfin, mais cet argument avait peu de poids à l'époque, on constatait que les usagers n'avaient pas le choix pour se procurer des substances. Il fallait qu'ils violent la loi puisque l'usage était interdit. Je dis un mot de l'expérience suisse. Il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle « La Suisse et les drogues » qui a été écrit par des Suisses. La Suisse est une petite Europe et c'est certainement le pays européen qui a la politique la plus intelligente ou la moins stupide. Et ce qui était intéressant, c'est que la loi suisse date de 51, elle a été durcie en 75, comme la plupart des législations européennes, à la seule exception
de la Hollande en 1976. Or, malgré cette loi, qui était aussi, je ne sais pas, disons stupide pour aller vite que la loi française, eh bien, la Suisse avait adopté la fameuse théorie ou doctrine dite des 4 piliers, prévention, soins, répression et aide à la survie. Aide à la survie qui est devenue réduction des risques, avec toutes sortes de mesures dont je parle ici. À l'époque, ce qui avait fondamentalement attiré l'attention, j'ai fait une connerie, c'est que je n'ai pas mis ma montre et que donc je ne vois pas le temps passer, c'était évidemment les programmes de prescription d'héroïne sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais en tout cas, ça montrait bien qu'il fallait faire contre, à côté, avec, en dehors de la loi, mais qu'en tout cas, il ne fallait pas attendre. J'ajoute juste un détail presque croustillant. La première salle de consommation à Berne a été ouverte en 86. La première salle de consommation a été ouverte à Paris en 2016. Il a donc fallu 30 années tout de même pour que cette modalité, ce type d'outil franchisse la frontière. Parce que les Français ne s'en sont pas rendus compte, et c'est normal, on n'est pas très bon en géographie, mais il y a une frontière entre la France et la Suisse. C'était pas si loin. Ben, il a quand même fallu 30 ans pour que ça ait lieu. Alors, le problème de la drogue 30 ans après, bon, ben, la RDR a été quand même assez largement acceptée en Europe. Ça relève, j'en dirai un mot tout à l'heure, de ce qu'on appelle aujourd'hui la prohibition progressive. L'épidémie à VIH n'est plus une menace, mais en revanche, les externalités négatives, comme on dit, de la prohibition, en particulier la corruption et l'hyperviolence, n'ont jamais été aussi grandes. Ça, c'est vraiment lié à la saturation du marché américain de la cocaïne, parce que les groupes criminels latino-américains n'ont pas simplement exporté la cocaïne dans des quantités ahurissantes, mais je n'ai pas le temps de développer, ils ont aussi exporté des techniques criminelles qu'on trouve, par exemple, si on lit les romans de Don Winslow, à commencer par La Griffe du chien. Je ne développe pas, j'ai pas le temps. Alors, les changements les plus notables depuis 30 ans, en France en tout cas, c'est le tabac et l'alcool considérés comme des drogues. J'ai plus de salive. Merci. Ah ben voilà, formidable. Merci beaucoup. Donc, le tabac et l'alcool considérés comme des drogues, l'accès à de nombreuses substances sur le net, à commencer par les cannabinoïdes de synthèse et les catinones, la professionnalisation du deal, l'augmentation des règlements entre bandes criminelles, la crise des opioïdes sur laquelle il faudrait passer beaucoup de temps, et enfin, je le disais, l'explosion du trafic de cocaïne en Europe. Ça, je vais passer, simplement pour dire une chose à propos de la prohibition américaine de l'alcool. Elle s'est installée très lentement, parce que le premier État qui a voté une loi sèche, comme on dit, hein, il y avait les États secs et les États humides, wet states et dry states, c'était en 1855 quand même. Et finalement, la loi sèche dure 15 ans. On discute encore de ses effets. Le nombre de personnes qui sont mortes d'alcoolisme chronique est important et les hôpitaux se sont en partie vidés de ces patients. Mais ils ont été remplacés par des morts aiguës liées à des alcools frelatés et surtout, le crime organisé s'est emparé de ce marché et il va ensuite pouvoir se développer dans d'autres secteurs comme celui de l'héroïne. Il y a enfin un élément qui a joué, et ces éléments financiers, il faut toujours les prendre en compte, c'est qu'après la crise de 29, l'État américain avait besoin d'argent et les taxes de l'alcool, malheureusement, ne rentraient plus, et donc finalement la loi sèche a été abolie. On peut dire que la situation mondiale ressemble à la prohibition américaine de l'alcool. Alors, la nature du RGPD, le régime global de prohibition des drogues.
il agit de manière assez paradoxale, c'est-à-dire qu'il interdit la production d'un certain nombre de substances, il les livre donc aux groupes, au marché clandestin et aux groupes criminels, et ensuite, il est très surpris de constater des liens étroits entre drogue et crime. Alors évidemment, c'est quand même un peu paradoxal. Et surtout, les externalités négatives de la prohibition, qui ont d'emblée été dénoncées par les antiprohibitionnistes de tout poil. Par exemple, j'en cite un, c'est Milton Friedman, un économiste libéral, qui disait « La prohibition est de nature soviétique », c'est-à-dire qu'elle est totalement attentatoire aux droits de l'homme et par ailleurs, puisqu'elle est soviétique, totalement inefficace. Voilà ce que pensait Milton Friedman, considérant que des produits comme la cocaïne isolée en 1859 ont une valeur qui est absolument ridicule. C'est une vieille chimie d'il y a plus de 150 ans, mais évidemment, dans le cadre de la prohibition, ça vaut très cher, même si le prix diminue, comme on l'a remarqué. Bon, les 3 conventions, je passe, mais enfin, c'est quand même la règle de l'humanité, les conventions de 61, 71 et 88. Je trouve par ailleurs que votre travail sur les précurseurs est hyper intéressant. Alors oui, il y a un politiste américain que j'aime beaucoup qui avait écrit un article dont le titre était « Addicted to Failure », accro à l'échec. Il parlait évidemment du régime global de prohibition. Et lui, il disait, il ne faut pas opposer prohibition à légalisation. De chaque côté, en fait, il y a 2 théories, ou il y a 2 propositions de politique de drogue. Du côté de la prohibition, il y a la guerre à la drogue, donc celle que va recommencer à faire avec enthousiasme le grand pacifiste Donald Trump, qui dit « Si la Colombie ne détruit pas les champs de culture de la drogue, alors je pense que ce n'est pas des champs de fentanyl, hein, ça doit être plutôt de la cocaïne, et là, je cite, « Les États-Unis le feront à sa place et ce ne sera pas joli ». Il a au moins le mérite de la franchise. Donc, il y a le modèle de la guerre à la drogue, et puis il y a le modèle de la prohibition progressive, celui dont je disais qu'il a été adapté par la plupart des pays européens. Et du côté de la légalisation, il y a un modèle ultralibéral du supermarché des drogues, et puis il y a un modèle de légalisation contrôlée, de légalisation progressive, de déconstruction, etc., qui n'est pas le même. Alors, est-ce que la France est encore, oui, du côté de la prohibition progressive? Il y a tous ces discours sur le rôle des usagers, les fumeurs de cannabis qui ont du sang sur les mains. Si les usagers n'existaient pas, le trafic n'existerait pas. Haro sur les usagers, et par ailleurs, les haltes soins addiction, comme vous le savez, sont bloqués en France. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah oui, c'est ça. 5 minutes, ah ben ça va. Qu'est-ce qu'on peut répondre à la recriminalisation des usagers? C'est que, oui, le bon sens est du côté de ceux qui disent, mais s'il n'y avait pas d'usagers, il n'y aurait pas de trafic. S'il n'y avait pas de cyclistes, il n'y aurait pas de vélo. Ubu dans la fameuse pièce Ubu-Roi, dit « Vive la Pologne, car s'il n'y avait pas de Pologne, il n'y aurait pas de Polonais ». Cela étant, l'épidémie de sida a montré que, loin d'être seulement le problème, les usagers sont au moins une partie de la solution. La prévention par les pairs, l'autosupport, la recherche participative dans le champ de la médecine et des sciences sociales. Et je crois bien qu'il y a des gens qui s'intéressent, je ne sais pas bien qui, à la recherche participative, c'est le bruit qui court. Alors, oui, là c'est une citation de John Stuart Mill dans son livre sur la liberté, On Liberty, qui date de 1959, la même année que l'isolement de la cocaïne, c'est un hasard. À propos des premières interventions sur la prohibition de l'alcool, il écrit, je veux parler trop vite, « Ces interventions sont contestables, non pas parce qu'elles empiètent sur la liberté du producteur ou du vendeur, mais parce qu'elles empiètent sur la liberté de l'acheteur. » Bon, il me semble que pour cette raison,
et aussi à cause des externalités négatives qui ont explosé avec la question de la cocaïne, les partisans de la réduction des risques doivent devenir moins prudents sur la question de la prohibition et sur sa dénonciation. Bon, je ne sais pas, ça marche. Ah, si. Alors, il y a eu quand même quelques bonnes nouvelles. Elles sont peu nombreuses, mais il y en a une. La première, je vais vite, hein, c'est le reclassement du cannabis pour permettre ses utilisations thérapeutiques à la CND, à la Commission on Narcotic Drugs à Vienne. Et la seconde, qui est au moins aussi importante, c'est que l'année dernière, la CND, pour la première fois, a reconnu de manière explicite le syntagme RDR. Alors, qu'est-ce que signifie la légalisation du cannabis? Je vais vous le dire en 2 mots. Jusqu'à la légalisation du cannabis par l'Uruguay, puis par tous les pays qui ont suivi, le discours des antiprohibitionnistes pouvait facilement être taxé de rêverie utopique ou de, je ne sais pas quoi, enfin en tout cas de quelque chose qui n'avait strictement aucun lien avec la réalité. Depuis que le cannabis, dans un certain nombre d'États, a été légalisé, eh bien, le mythe selon lequel les antiprohibitionnistes racontent n'importe quoi, à mon avis, il en a pris quand même un coup dans l'aile. Merdoum. Ah. Alors, déconstruire intelligemment le cannabis, je ne sais pas ce que j'ai voulu écrire là, mais en tout cas, il me semble que dans les conventions, il y a 2 urgences. Je l'avais évoqué hier. D'une part, il faut modifier le statut des psychédéliques qui, dans les conventions, sont toutes des substances dangereuses, ce qui n'est pas vrai, peu importe, dangereuses et sans utilisation thérapeutique, là c'est carrément scandaleux, et il faut un accès de la feuille de coca au marché légal. Il faut savoir quelque chose, on le sait tous, mais on ne se rend pas toujours compte de ses conséquences, c'est que les cocaïers poussent dans 3 pays andins, la Colombie, la Bolivie et le Pérou. D'ailleurs, la présidente péruvienne a été renversée dans son pays, et c'est en bonne partie à cause de la violence liée au trafic de cocaïne. Donc ça a des conséquences, tout ça, même si on ne s'en rend pas bien compte dans ces pays-là. Et l'accès de la feuille de coca au marché légal permettrait au moins de diminuer un peu la violence liée au trafic, parce qu'actuellement, la feuille de coca n'a aucun autre marché légal que les trafiquants. Et j'ajoute qu'au début du XXe siècle, dans sa colonie de Java, la Hollande faisait pousser des cocaïers avec beaucoup de succès, s'était emparée du marché légal de la cocaïne, et je suis presque étonné que dans un certain nombre de pays où le cocaïer peut pousser, parce qu'il lui faut des conditions particulières sur lesquelles j'insiste pas, on s'y soit pas encore mis. Enfin, je signale que jusqu'en 1903, il y avait un peu de chlorhydrate de cocaïne dans le Coca-Cola, sans même parler du vin Mariani. Enfin, il y aurait un marché légal qui, je crois, ne poserait pas des problèmes gigantesques de santé publique pour la feuille de coca. Ça suppose que l'Expert Committee on Drug Dependence de l'OMS étudie la question de la feuille de coca, comme il a récemment étudié celle du cannabis. Il faut que je me dépêche. Ouais, oh là là, la cocaïne si aujourd'hui. Bon, alors là, je suis obligé de passer, mais je vais juste m'arrêter sur la fin. C'est que il me semble qu'une des bonnes raisons du succès de la cocaïne, qui a longtemps été la drogue des rich and famous, etc., c'est que c'est une drogue de la fête et ou du travail et ou du sexe, et que ça en fait une sorte de symbole de ce début de 21e siècle. Alors, légaliser la cocaïne. Pour aller vite, le 4 février 2025, Gustavo Petro a proposé, le président colombien, a proposé la légalisation de la cocaïne à l'échelle mondiale. Je vous signale d'ailleurs qu'il a demandé à son ambassadeur aux États-Unis de rentrer au pays suite aux déclarations pacifistes de Trump. En Suisse, la ville de Coire, chef-lieu
du canton des Grisons a demandé à l'OFSP d'examiner un projet de distribution de cocaïne. La bourgmestre d'Amsterdam, Femke Halsema, plaide pour des programmes de prescription de cocaïne, et j'ajoute que on devrait faire avec la cocaïne ce qu'Annie Minot avait fait un peu avant 92 pour les prescriptions d'héroïne et de morphine, c'est-à-dire faire un état des lieux et voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Tout à l'heure, j'étais à côté de John Strang, et il a publié avec Gossop un livre sur le British System où il parlait des prescriptions de cocaïne. Je suis en train de me faire engueuler. Oui, je vais devoir t'arrêter, Bertrand. Désolé, il nous reste 20 minutes pour deux interventions. Vraiment, ok, donc je dis juste que Eric Fromberg disait que la légalisation de certaines drogues peut être une mesure de RDR. Voilà, désolé, je me sauve. Merci. Et bon. Pardon, on va écouter maintenant Perrine Roux et Jean-Sébastien Fallu qui vont nous livrer leur réflexion sur pour une science des usages non problématiques de drogue. Merci beaucoup Ivana, merci pour l'invitation, merci à nos amis de la THS de nous avoir permis de préparer cette présentation à deux avec Jean-Sébastien. Donc moi, Perrine Roux, je suis directrice de recherche à l'INSERM. Je dirige une équipe dans le laboratoire du CESTIM à Marseille. Et je vais laisser la place. Et Jean-Sébastien Fallu, professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, membre de plusieurs centres et instituts, dont l'Institut universitaire sur les dépendances, le Centre de recherche en santé publique, rédacteur en chef aussi de Drogue, Santé, Société. Et je tiens à dire que je suis une personne concernée, c'est-à-dire usagère de drogue passée et active. Et je dis ça pour déstigmatiser l'usage et par éthique en recherche de transparence, de réflexivité. Et l'objectivité, de toute façon, n'existe pas. Il a toujours été situé. Les nutritionnistes mangent, les sexologues ont du sexe et les parents ont des enfants qui étudient leur développement. Merci. Donc voilà, nous allons vous présenter donc, un impensé. On a qualifié ça d'impensé, les usages non problématiques, qui nous semble un sujet assez important aujourd'hui pour mieux comprendre les usages en général. Et donc, nous proposons donc de les rendre visibles pour pouvoir mieux les comprendre et pour cela, donc, développer une science des usages non problématiques. Donc, pourquoi cette réflexion ? Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. La littérature scientifique regorge d'informations sur les risques, sur les complications liées aux usages de drogue, mais il y a très peu de données sur les usages non problématiques. On a quelques données sporadiques, on a quelques chercheurs qui se sont aventurés sur ce terrain-là, et je le développerai après, mais très peu équilibré par rapport à ce qu'on connaît sur les complications et les risques associés aux drogues. Et donc, la science nous semble un moyen important pour pouvoir justement déployer, produire du savoir autour de ces usages non problématiques. Donc, on a articulé notre présentation autour de 3 questions principales. D'abord, qu'est-ce qu'un usage non problématique ? Ensuite, on a déjà du mal à définir un usage problématique, mais on va essayer de vous amener à imaginer ce qu'on peut qualifier d'usage non problématique. Comment on en parle aujourd'hui ? Est-ce qu'il existe des éléments de connaissance sur les usages non problématiques ? Et puis, pourquoi il est intéressant de développer ce champ de recherche ? Quel intérêt pour la science, pour la santé publique et pour les usagers, les personnes qui consomment des drogues ? La santé publique de la Colombie-Britannique, aussitôt qu'en 2004, a créé ce graphique, cette figure d'un spectre de l'usage de substances, désolé c'est en anglais, mais je vais vous l'expliquer, qui amalgame les motifs de consommation, les profils d'usage et les conséquences pour montrer que, dans le fond, c'est beaucoup plus complexe que ce que souvent on a en tête. La recherche s'est beaucoup centrée sur les méfaits, les conséquences négatives et même quand on regarde les principaux bailleurs de la recherche, les bailleurs de fonds, le NIDA, NIAAA, c'est clairement inscrit dans les objectifs qu'on finance la recherche sur les dommages des drogues. Donc, on n'a même pas le financement pour étudier le phénomène de l'usage qui, soit dit en passant, l'usage des drogues, si vous parlez à un anthropologue, il va vous expliquer rapidement que le sexe, le jeu,
la consommation de drogue, ce sont des comportements qui sont du même registre comportemental, qui ont les mêmes fonctions de plaisir, de socialisation, de transgression, d'identité, etc. Et que, dans le fond, ça fait partie de la nature humaine depuis toujours. Et dans le fond, ce spectre-là ici, c'est basé sur les conséquences et on voit à droite la dépendance chronique, on n'appelle plus ça comme ça, mais c'était en 2004, qui est une minorité de personnes en général qui ont vraiment un diagnostic. Dans la partie jaune, on parle d'usage problématique. Là, c'est des personnes qui n'ont pas nécessairement de diagnostic, mais dont les conséquences associées à l'usage sont surtout négatives, ou en tout cas, le bilan est plus négatif que positif. Et dans la section verte, il y a ce qu'on appelle les usages non problématiques, justement, où il y a peu de conséquences négatives, où le bilan est positif, parce que oui, il y a des usages qui peuvent être bénéfiques. C'est un autre extrême du spectre, qui est souvent une minorité, mais on parle de quoi quand on parle de bénéfices? On parle de plaisir. Évidemment, on parle d'effets thérapeutiques, mais de plaisir, de socialisation, d'effets spirituels. Il faut évidemment sortir de la vision strictement de santé physique et respecter la définition même de l'OMS de la santé, qui est globale, physique, psychique, sociale et voire spirituelle. Puis donc, je termine juste en disant que évidemment, c'est complexe, mais il faut éviter de rester dans cette dichotomie, reconnaître la réalité. Malheureusement, quand on regarde les recherches, il y a souvent une exagération des méfaits. On confond risque relatif et risque absolu. Je pourrais parler de ça très longtemps. Mais quand on compare, et je vais terminer là-dessus, avec la littérature scientifique sur la sexualité humaine, même quand on regarde juste les titres de revues, j'ai fait une analyse des titres des revues dans le domaine de la sexualité humaine versus dans le domaine des addictions. La proportion est complètement inversée. Il n'y a presque aucun titre de revue qui est Sex Addiction, par exemple. Mais dans le domaine des drogues et de l'alcool, la majorité des revues ont des titres qui sont pathologisants. Donc, si la littérature est assez pauvre sur les données concernant les usages non problématiques, on a quand même des chiffres, et c'est des chiffres qui sont donnés par les Nations Unies, qui documentent donc une prévalence des usages non problématiques à 70 à 90% de l'ensemble des usages de drogue. Donc voilà, c'est intéressant de voir que ces usages non problématiques, ils sont majoritaires, mais malheureusement, on les questionne peu et on apporte peu d'éléments de compréhension de ces usages qui nous intéressent là. Donc, qu'est-ce qu'un usage non problématique? Comment on pourrait le qualifier autrement que par le non problématique? Peut-être un usage simple, un usage ordinaire, qui peut être fonctionnel, thérapeutique. Et on a quelques auteurs, comme je vous disais, qui ont proposé des modèles pour comprendre ces usages, qui n'ont pas forcément été ensuite suivis par d'autres, une dynamique scientifique pour creuser un peu ces questions-là. On a à droite d'abord évidemment un sociologue australien qui a dédié un peu ses travaux autour de la place des drogues, le rôle des drogues dans les communautés LGBT, Kane Reis, et puis un neuropsychiatre qui a écrit ce papier en 2010 qui propose donc un modèle comme les drogues comme instrument. Il a décrit un peu, fait ce constat que les usages non addictifs, donc lui il s'intéresse à ces usages qui ne sont pas des usages qui amènent à un trouble de l'usage, qui pour lui sont importants à comprendre, et donc il apporte vraiment un cadre théorique en neurosciences pour essayer d'impulser ce champ de recherche, mais ça n'a pas été suivi depuis 2010, en tout cas très peu quand on regarde la littérature. Donc voilà, quelques articles qui évidemment ciblent essentiellement cannabis, psychédélique. On a énormément de production de connaissances autour de l'usage de cannabis et de psychédéliques à visée thérapeutique. On a également quelques articles qui parlent de l'usage de stimulants dans certains contextes, mais ça reste vraiment une littérature très sporadique et qui n'a pas amené, donc, comme je vous disais, à un mouvement de recherche sur ces thématiques-là.
Et dans cette idée, avec les collègues Zoé Dubus, Sarah Perrin et Florent Schmitt, on a proposé à la revue que je dirige, Drogue, Santé, Société, un numéro thématique, un numéro spécial sur les usages non problématiques. Donc, pour justement solliciter, inviter des auteurs et autrices à proposer des articles théoriques, empiriques et de réflexion sur cette question des usages non problématiques. Et qu'est-ce que c'est? On a eu de longues discussions justement. Qu'est-ce que c'est? C'est pour ça les guillemets. Et même, je dirais que certains ont plaidé que on pourrait même dire que dans une société où l'usage est criminalisé et stigmatisé, même un usage qui ne serait pas a priori associé à des conséquences ou qui pourrait être fonctionnel, des conséquences négatives, ben reste quand même problématique parce qu'il s'inscrit dans une société qui le stigmatise. Donc, dans cette dynamique-là, en lien avec le réseau AREN qu'on a créé avec Pierre Chapard, Christian Benlagdar, un réseau donc, qui vise à allier des chercheurs académiques dans différentes disciplines et des associations d'autosupport, donc des personnes concernées par l'usage. On a réfléchi, donc ce réseau vise à produire de la science avec une approche communautaire et participative. Et donc, une des priorités du réseau, lors d'un premier séminaire qu'on a réalisé il y a déjà 3-4 ans, la priorité, c'était de s'intéresser aux bénéfices. Donc là, on est sur une partie un peu extrême des usages non problématiques. Les personnes, les membres du réseau ont vraiment tenu à ce que les scientifiques s'emparent de cette thématique pour pouvoir mieux comprendre les bénéfices liés à l'usage. Donc, on a proposé avec... on avait donc à ce moment-là une cohorte de personnes utilisatrices de drogue, la cohorte Check Now, qui était en cours de préparation. Et donc, on a pu ajouter au questionnaire de cette cohorte un ensemble d'items qui relatent un peu les bénéfices que les personnes vont pouvoir trouver lorsqu'elles consomment des produits. Donc, on a listé ensemble ces différents bénéfices et puis on a commencé à analyser ces données. Donc, je remercie Julio qui est ici, qui est le statisticien de mon équipe qui a participé à ces analyses. Et puis, Marine également qui anime le réseau à Rennes. Donc, nous avons utilisé une méthode, alors c'était peut-être la diapo d'avant, voilà, une méthode qu'on appelle les équations structurelles qui va permettre de réaliser des catégories en fonction de tous ces items que les personnes pouvaient cocher. Donc, vous pouvez cocher plusieurs items à la fois. Et donc, en utilisant ce modèle statistique, on peut créer des classes de bénéfices. Et donc, 5 classes ont émergé de ces analyses et qui rejoignent pleinement ce qu'on connaît déjà dans la littérature, hein, même si je disais il y en a peu, mais il y a quand même quelques données. On va avoir des bénéfices thérapeutiques, on va avoir la performance cognitive, la recherche de plaisir, la performance sociale et la gestion émotionnelle. Et donc, c'est vraiment très en ligne avec ce que certains chercheurs ont déjà trouvé dans le passé. Donc, je fais un petit teasing pour l'atelier de cet après-midi qui va concerner ce projet et cette thématique qu'on va co-animer avec Pierre Chapard. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, on va vous présenter plus de détails sur les profils des personnes en fonction des bénéfices recherchés. Et je fais juste un retour sur pourquoi étudier les bénéfices. Peut-être simplement parce que si les gens le font, l'être humain n'adopte pas et ne maintient pas des comportements qui n'ont que des conséquences négatives. Hein. C'est un principe de base de la psychologie comportementale. Donc, dans la lignée, au Canada, avec des collègues, on a aussi voulu étudier qui sont les personnes utilisatrices de cannabis à moindre risque. Donc, on a comparé, et c'est en deuxième révision là, au Journal of Cannabis, Journal of Cannabis, je ne me souviens plus exactement du titre, deuxième révision, pour démontrer qui sont les personnes qui ont un usage de cannabis, mais à très faible risque par rapport aux personnes qui ont un usage de cannabis à haut risque. Et les résultats finaux montrent que, par exemple, les personnes à moindre risque seraient généralement, évidemment c'est toujours en général, des femmes et qui auraient une faible fréquence de consommation de cannabis,
qui ne consommeraient pas le cannabis et le tabac en même temps, mais qui consommeraient le cannabis et l'alcool en même temps, ce qui va un peu à l'encontre de ce qu'on pense, mais c'est peut-être parce qu'il y a une fonction sociale ou que ça baisse la fréquence de consommation en général ou de taux de THC ou d'autres mécanismes. Donc, on arrive à la conclusion, mais l'idée donc de promouvoir cette thématique scientifique, ça va être donc d'une part de rééquilibrer les connaissances et d'essayer d'éclairer un peu les usages non problématiques pour mieux comprendre un peu et aussi mieux comprendre les usages problématiques, comment un usage non problématique devient problématique au cours du temps. Adapter des réponses en santé publique en connaissant mieux les profils des personnes, et vous verrez cet après-midi si vous venez que c'est intéressant de voir un peu en questionnant les bénéfices, quelles sont les personnes qui recherchent tel type de fonction avec les drogues, et surtout de changer le narratif sur les drogues pour pouvoir réduire la stigmatisation. Et ça, c'est ce que nous a déjà amené à faire le IMPU, donc l'Association internationale des usagers de drogue, avec leur rapport très intéressant sur les mots comptent, Words Matter, que Asud a traduit, et merci beaucoup pour ça, qui montre à quel point les mots peuvent être stigmatisants. Et donc, ils nous enjoignent à modifier notre manière de parler des drogues et des personnes utilisatrices de drogue. Et donc de parler et de le représenter. Et de aussi penser à d'autres politiques, parce que si la réalité est beaucoup plus complexe, comme je le montrais dans le spectre, bien, ça veut dire qu'il faut cesser d'avoir seulement des objectifs d'abstinence, des politiques qui ne ciblent que ça. Et c'est important parce que ces approches soutiennent des abominations comme le traitement obligatoire, comme l'abstinence comme seul objectif ou comme porte d'entrée dans des services, qui est tout à fait en porte-à-faux avec l'éthique, mais aussi l'efficacité. Et ça appelle même à changer les approches d'éducation. J'ai proposé dans un éditorial l'an dernier une approche avec les drogues qui ressemble à celle qu'on a avec la sexualité, beaucoup plus, on pourrait dire, positive, mais on ne dit pas aux jeunes d'aller avoir du sexe, on ne dit pas aux jeunes, il y a n'importe qui d'aller prendre de la drogue. C'est juste de réaliser que c'est un sujet qui fait partie de la vie et d'en parler. Et malheureusement, ne pas en parler, bien, ça fait des décès. Comme on a vu à Montréal, le jeune Mathis Boivin qui avait pas un profil d'usage à risque, donc pas ciblé dans des interventions, mais qui a eu des symptômes d'overdose, les bras qui picotent et qui s'endormait, qui est allé se coucher, qui est décédé. S'il avait pu bénéficier d'une éducation beaucoup plus neutre, objective, comme on parle de n'importe quel autre sujet avec les conséquences positives, négatives, les risques et tout, de manière neutre, ça fonctionnerait peut-être un peu plus et on sauverait des vies. Je termine peut-être en disant qu'évidemment, il y a des risques dans une société capitaliste de tomber dans un transhumanisme et que ça soit récupéré par les yuppies de ce monde et qu'on veuille dire, comme à la Elon Musk, il faut consommer pour performer plus parce que la machine humaine est insuffisante. Je pense qu'il faut résister à tout ça, mais ça n'empêche pas la réflexion sur les bénéfices, les usages fonctionnels non problématiques et d'être dans cette nuance-là. Merci à tous et toutes pour votre écoute. Bravo. Merci à tous les deux pour cette présentation accélérée, mais néanmoins très claire, qui ouvre bien la réflexion. On a bien noté le teasing pour l'atelier de 14h30. Il nous reste une poignée de minutes pour peut-être une ou deux questions, les plus urgentes en tout cas. Sachant qu'on enchaîne sur la pause déjeuner, donc vous aurez l'occasion de croiser les intervenants et peut-être d'aller à l'atelier tout à l'heure. Merci beaucoup pour les présentations. Moi, j'avais juste une question en fait pour continuer. C'est la réflexion par rapport à la dernière intervention de Perrine et Jean-Sébastien. En fait, du coup, dans ce que vous avez présenté, je trouve que ça pose quand même, ça poursuit en fait d'un côté les usages non problématiques opposés à la dépendance, mais en fait je crois que on aurait tout à gagner en fait à considérer aussi d'un point de vue scientifique la construction médicale, mais ancrée aussi dans un système de croyance et de morale de ce qui est la dépendance, parce que je pense à des exemples ethnographiques. Moi, je suis anthropologue.
Ou par exemple, des anciennes personnes au Maroc, depuis des décennies, consomment au quotidien des tisanes de pavot. Du coup, effectivement, on pourrait dire qu'ils ont une dépendance aux opiacés. Pour autant, vu que sont complètement insérés dans un contexte culturel qui fait que sont socialement acceptés et du coup, ils sont pas stigmatisés. Et aussi, le produit, il est disponible et du coup, ils n'ont jamais connu le manque. En fait, la dépendance en soi, ça ne leur pose aucun souci et n'est pas un facteur de consommation problématique. Du coup, voilà. Juste un petit retour. Merci pour ce commentaire. Effectivement, on n'oppose pas forcément trouble de l'usage et usage non problématique. Ça vient pas comme ça naturellement, mais en tout cas, c'est questionné et ça va être discuté aussi. Donc, je fais un autre teasing pour un autre atelier, la santé addictologique de Marc Auriacombe, qui va discuter de la possibilité de parler d'usage non problématique dans la pratique addictologique. Donc, voilà. Oui, la réponse courte, c'est oui. Il faut questionner, remettre en question les diagnostics. Sans tomber dans l'antipsychiatrie, ce n'est pas un syndrome très objectif. C'est construit socialement, ça change dans le temps. Et on a comparé l'ergomanie et les autres addictions pour voir que ça dépend ce qui est stigmatisé déjà à la base, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rencontrent tous les critères du DSM pour le travail, mais ce n'est pas pathologique parce que c'est accepté socialement. Hello. D'autres questions? My name is Jason from Amsterdam. I have two comments. One about the legalization of marijuana in the United States has become severely out of control. And I hope this doesn't happen in Europe. You see hundreds of different products being made with THC that are being marketed in so many different ways. It's totally out of control. And it's very different between having marijuana available for recreational use, but what they did in the United States without the regulations, just it's crazy, all the different products. And I hope we don't do the same in Europe. The other issue I wanted to bring up is what my friend presented at the end was about managed drug use. The goal of harm reduction is to help drug users minimize risks associated with drug use, and help chaotic drug users become more stable drug users so they could participate in society as a managed drug user with substance use management counseling, and provide a safe space for people to explore this opportunity, or is it possible? And for those who cannot achieve the ability to be a managed recreational drug user, then this opens the opportunity to explore different types of treatment options when needed. One thing that we try to do in Amsterdam is help people make their own personal defined recovery. What works best for you? It also includes not abstinence as a goal, but your quality of life. How things in life have improved as a result of minimizing and managing your drug use. These markers are not looked at addiction treatment centers. It's only abstinence and nothing. So if I'm beginning to minimize my drug use and other parts of my life become much better, that's success. And that should be noted and have that person as a success. So there's different markers for different individuals. And I think it's very good that we're looking at managed drug use and non-problematic drug use, because there's millions of people using drugs every day. Oui, c'est plutôt un commentaire. Ces deux commentaires sur ce que vous disiez sur les États-Unis, effectivement, hein, je crois que j'avais une diapo là-dessus. C'est une offre très abondante, pléthorique et très diversifiée. La tendance récente, là, depuis quelques années, c'est les formes très concentrées de cannabis qui s'appellent maintenant résine vivante, diamant,
Donc on voit aussi la démarche marketing de désignation de ces produits pour les rendre attractifs, pour jouer sur l'idée d'être une clientèle sélectionnée un peu, d'avoir accès à des produits de luxe. Et une des tendances, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais il y a une vraie segmentation du marché avec des marchés de niche, ce qu'on appelle le cannabis gourmet, par exemple, le cannabis de luxe, qui va être produit en circuit court, qui est vendu très cher, avec l'idée d'avoir un cannabis haut de gamme. Donc voilà, on voit des produits d'entrée de gamme et des produits haut de gamme maintenant. Donc c'est aussi ça, la légalisation à l'américaine, c'est avoir une gamme qui correspond à tous les portefeuilles, tous les types de clientèle pour élargir l'accessibilité au plus grand nombre. Donc voilà, c'est vrai que dans les modèles qui sont développés actuellement dans quelques pays d'Europe, il n'y a pas du tout ce parti pris. C'est vraiment des modèles de distribution en circuit fermé. La démarche commerciale est absente, à ce stade en tout cas. Donc voilà, on est vraiment aux antipodes et souvent le modèle du Colorado en particulier, qui a été le premier, a été pris en contre-exemple dans les réflexions qui ont été menées en Europe sur comment légaliser le cannabis. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires ou est-ce que la fin est trop pressante? Non. Et ben dans ce cas, merci à tous les intervenants et merci à vous et bon appétit.